le groupe de manuscrits qu'il nous a été possible de constituer autour des deux copies de Damas et Fustat a permis de saisir un moment important pour l'histoire du texte coranique et de sa transmission. Rompant avec une présentation très austère des débuts de l'islam, copistes et commanditaires, ou du moins certains d'entre eux, ont souhaité faire du livre qui contenait la révélation annoncée par Muhammad un volume dont la beauté serait à la hauteur de la vénération des fidèles et pourrait rivaliser avec les livres sacrés des autres religions déjà installés au Proche-Orient. D'un autre côté, le changement que trahit l'écriture affecte une autre dimension, car après tout, les copies réalisées dans l'écriture mise au point dans les années 680 à 690 étaient bien loin d'être toutes aussi somptueusement enluminées que les copies de Damas et de Fustat qui nous ont servi de guide. Ce changement nous permet de saisir une approche du texte différente, soucieuse de souligner qu'il est identique d'une copie à l'autre. Le style, que j'ai proposé de définir par le sigle O1, connaît au moins régionalement une importante diffusion si l'on en juge par le nombre des fragments qui ont été préservés, principalement dans le fond de Damas et, dans une moindre mesure, dans celui de Fustat. Il a sans doute été employé jusque dans la première moitié du 8e siècle pour répondre à une demande très variée. Les formats des volumes vont de l'in-octavo à un grand in-quarto et leur qualité couvre un large éventail, tant en ce qui concerne l'écriture que l'enluminure. En à peine un demi-siècle, une transformation considérable avait pris place. Sur certains points, elle avait pu tirer l'avantage de l'expertise d'artisans et artistes qui avaient hérité de traditions plus anciennes. Pour d'autres, et je pense particulièrement à l'écriture, elle était le résultat d'un processus proprement original. Mais l'effort consenti pour produire de beaux livres ne s'arrêta pas à ce point. La découverte du dépôt de fragments de Sanaa entre le toit de la grande mosquée et le plafond de la salle de prière a donné lieu à une découverte saisissante, plus directement appréciable par un large public que le palimpseste dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Il s'agit d'une série de 25 feuillets provenant d'une copie du texte coranique de plus grande taille que celle que nous avons vue jusqu'à présent. Pour Hans Caspar von Bothmer, le membre de l'équipe allemande qui publia la découverte, il ne faisait pas de doute qu'il s'agissait d'une copie omeyyade du Coran. Les 25 feuillets qui nous sont parvenus se présentent, si je comprends bien ce qui a été dit, sous forme de feuillets isolés. En principe, les manuscrits sont constitués par un ou plusieurs cahiers formés de feuilles de parchemin, c'est le cas de nos manuscrits, à cette époque le papier n'est pas encore utilisé, ou plus tard de papier pliés en deux par leur milieu et assemblés de manière à disposer d'un pli dans lequel passera la couture qui maintiendra le volume ensemble. L'état actuel des feuillets de ce manuscrit peut correspondre soit à la rupture, à la déchirure des bifeuillets, soit à une construction de ce manuscrit selon une technique différente, employant des feuillets séparés et en les associant d'une manière qui reste à déterminer. Dans l'état actuel du manuscrit, les feuillets mesurent 44 cm sur 36,5 dans la plus grande dimension, car vous verrez que leur état n'est pas celui d'un manuscrit neuf. Des dimensions qui sont à comparer avec celles du Codex Parisino-Petropolitanus, dont j'ai déjà beaucoup parlé, un manuscrit plus ancien qui mesure 33 cm sur 25, ou encore plus grand que le palimpseste de Sanaa, 36,5 sur 26,5, ou encore du Codex de Fustat, qui est toujours dans les mêmes dimensions. Selon von Bothmer, les feuillets étaient en fait plus grands à l'origine et atteignaient même 51 cm sur 47. Si nous prenons la première valeur, celle de l'état actuel, 44 sur 36,5, cela représente une augmentation de 40% par rapport à la taille du Codex de Fustat. Si en revanche nous acceptons la reconstitution de von Bothmer, un feuillet de 50 cm sur 43 correspond à une augmentation de 87%, donc quelque chose d'absolument impressionnant. Les dimensions plus importantes du feuillet ne se traduisent pourtant pas
par un plus grand nombre de lignes à la page. En fait, on en compte seulement 20 contre 25 sur le codex de Fustat ou entre 21 et 28 pour le codex Parisino-Petropolitanus, qui représente assez bien l'état du premier groupe de manuscrits en écriture hijazi. Selon von Bothmer, la taille qu'il présume avoir été celle du manuscrit à l'origine, donc 51 cm sur 47, excluait d'emblée, pour Bothmer, qu'ils aient été la moitié d'une feuille de parchemin. Il avait remarqué que la séquence des côtés du parchemin faisait que les côtés de même nature se faisaient face dans le manuscrit dont je parle en ce moment. Dans le monde musulman, et ce que vous voyez illustre une situation habituelle, le parchemin préparé à partir de la peau d'un animal, généralement du mouton, conserve d'ordinaire, au terme du processus de fabrication, une différence de couleur et d'apparence entre le côté où se trouvait le pelage de l'animal et celui qui était au contact de la chair de celui-ci. Sur cette photo, pardon, j'ai sauté une diapositive. Sur cette diapositive, on voit très bien ici le côté de la chair plus jaune et le côté, le côté du poil plus jaune et ici le côté de la chair plus blanc, avec l'implantation des poils beaucoup plus clairement visibles de ce côté que de celui-là. Donc, lors de l'utilisation du parchemin pour faire un livre, et nous en avons ici un exemple, les copistes faisaient souvent attention à ce que le même côté du parchemin, c'est-à-dire soit poil, soit chair, soit visible lorsque le livre était ouvert, afin d'éviter une discordance entre les deux pages qui se faisaient face. Ça, c'est la règle générale apprise par les spécialistes du manuscrit du monde médiéval occidental. Donc, dans les manuscrits, on observe en principe une alternance entre ces côtés. Dans le monde musulman, on sait que l'utilisation de ce matériau s'est faite de manière complètement différente. Les copistes ou ceux qui préparaient les cahiers empilaient plusieurs bifeuillets, généralement 5, dans le même sens, généralement le côté chair vers le haut, puis les pliaient par le milieu. Dans les manuscrits coraniques sur parchemin, on rencontre donc généralement une séquence de 5 feuillets, 5 d'ordinaire, c'était le cas de ce que je présentais avant, donc des cahiers de 5 bifeuillets, dont le recto et le côté poil, suivi dans la première moitié, suivi d'une autre moitié, donc 5 autres feuillets, dont le recto, cette fois-ci, le côté chair. Or, comme le signalait von Bothmer, le Grand Coran de Sanaa ne se présente absolument pas ainsi. Sa confection est en revanche conforme à ce que j'ai décrit au départ, c'est-à-dire un manuscrit où quand vous ouvrez en quelque endroit que ce soit le manuscrit, vous avez d'un côté le côté poil et de l'autre côté le côté poil, et puis quand vous ouvrez la double page suivante, vous avez cette fois-ci le côté chair face au côté chair. Pour von Bothmer, qui était familier avec la séquence des côtés du parchemin qui domine largement dans les copies plus tardives du Coran, cette façon de faire, qu'il observait dans le fragment de Sanaa, n'était explicable que si les artisans en charge de la préparation du manuscrit avaient utilisé une feuille entière de parchemin pour chaque feuillet. Le copiste disposait alors de toute latitude pour organiser les feuillets comme il l'entendait. De ce fait, le manuscrit était construit différemment puisqu'il n'était pas possible de former des cahiers de la manière habituelle par pliage en deux des feuillets de parchemin. Donc ça, c'est la reconstruction proposée par von Bothmer, donc d'un volume qu'on appelle techniquement un in plano, où effectivement, comme chaque feuillet est une feuille à soi seule, on peut la mettre soit dans un sens, soit dans l'autre, on n'est pas contraint par le pli. Or, depuis la publication de ce manuscrit, l'étude des manuscrits coraniques du 7e siècle montre qu'à l'origine, les choses étaient beaucoup plus complexes. L'observation des copies de style hijazi en particulier fait apparaître qu'à cette époque, une grande diversité existait dans les façons de mettre en œuvre le parchemin pour fabriquer les cahiers, diversité qui reflétait peut-être différentes traditions locales reprises pour produire les premières copies du Coran, c'est-à-dire que des copistes
qui vivaient par exemple en Syrie et qui avaient l'habitude de la production de manuscrits en syriaque allaient procéder d'une manière différente de leurs homologues installés en Égypte qui, eux, avaient vu des manuscrits coptes et organisaient les choses de manière différente. Ainsi, le Codex Parisino-Petropolitanus, dont j'ai beaucoup parlé, qui nous a servi de fil directeur dans l'évocation de la tradition manuscrite de style hijazi, présente-t-il cette même séquence, celle qu'on connaît bien en Occident, où on a précisément les côtés chair face aux côtés chair et les côtés poil face aux côtés poil. Or, le manuscrit dont je parle, le Codex Parisino-Petropolitanus, est constitué de cahiers formés par les bifeuillets. Donc il n'y a pas antinomie entre cette séquence et le pliage. Il y a plus. Si l'on produit les cahiers par pliage, on obtiendra directement des cahiers dans lesquels la séquence des côtés sera similaire à ce que von Bothmer avait observé dans le manuscrit de Sanna. En fait, si vous prenez une feuille de parchemin ou une feuille de papier, imaginez que ceci soit du parchemin avec le côté poil de ce côté-ci et le côté chair de l'autre. Quand je plie, automatiquement, j'amène le côté poil en face du côté poil et les côtés chair en face du côté chair. En fait, c'est de la topologie. C'est quelque chose de parfaitement naturel. Donc, le manuscrit, loin d'être une exception, est presque une chose naturelle si l'on plie le parchemin. Or, un manuscrit conservé aujourd'hui à Dublin, et dont je vous reparlerai, de dimension très proche de celle de la copie de Sanna, 47 sur 138, nous donne une autre piste. En effet, l'examen de cette copie permet de constater qu'elle était faite de bifeuillets dont un bon nombre sont aujourd'hui cassés. La taille actuelle du manuscrit de Sanna est parfaitement compatible avec celle du manuscrit de Dublin, dans lequel on rencontre encore quelques exemples où le bifeuillet est complet, c'est-à-dire qu'au lieu de s'être cassé, le pli est resté entier, on voit que c'est une feuille qui est pliée en deux. Donc on sait qu'un manuscrit de la taille de celui de Dublin, équivalente à celle du manuscrit de Sanna, peut tout à fait résulter du pliage d'une feuille en deux. C'est ce qu'on appelle en fait, en terminologie traditionnelle, un format in folio, c'est-à-dire que chaque feuillet est la moitié d'une feuille entière de parchemin. J'ajouterai une dernière observation. Si le manuscrit est construit en utilisant une feuille de parchemin pour chaque feuillet, il est nécessaire de coudre les feuillets pour assurer la cohérence du manuscrit. C'est-à-dire que si on prend cette structure, au moment où on veut tenir les feuillets ensemble, il faut bien les coudre. Et pour les coudre, à ce moment-là, on se heurte à un problème technique qui a des solutions, mais qui est assez complexe, soit de percer toute l'épaisseur du manuscrit pour faire passer le fil dans l'épaisseur, soit de lui installer des sortes de faux plis avec une extrémité de la feuille, de manière à pouvoir coudre, sinon le manuscrit ne tient pas ensemble. Donc techniquement, ce manuscrit pose des problèmes, et dans les vestiges du manuscrit tel qu'on peut l'observer à Sanna, il n'y a pas de trace de couture dans l'épaisseur du feuillet, et il n'y a pas non plus trace de ce pli avec une petite partie de la feuille pour faire la couture. Donc on n'a pas d'argument vraiment très fort pour défendre cette idée d'un volume in plano. Les dimensions du manuscrit étaient imposantes, non seulement en raison de la taille des feuillets, mais aussi à cause de leur nombre. Les 25 feuillets conservés présentent en effet peu de choses si on les rapporte à ceux que comptait originellement le manuscrit. Pour von Bothmer, le codex comportait à l'origine 520 feuillets. Ce chiffre est à lui seul un argument assez fort contre l'idée que j'évoquais à l'instant d'une couture par perforation de l'épaisseur du manuscrit. Donc, ce qui est surtout frappant, c'est que si on se fonde sur ce qui nous reste, on constate que finalement on a une infime partie du manuscrit, 5% environ. L'écriture est particulièrement frappante. Alors que le manuscrit est de dimension très largement supérieure à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, le nombre de lignes à la page, je le disais, est inférieur à celui de la copie de Saint-Pétersbourg, le codex de Fustat, qui en compte 25, et le module de la ligne, c'est-à-dire la hauteur entre la base de la ligne et celui de la ligne suivante,
le module de la ligne est de près de 20 mm, 2 cm, largement supérieur puisque dans le codex de Fustat, cette hauteur est de 11 mm 5. Donc on a pratiquement le double. De fait, les lettres du manuscrit sont désormais beaucoup plus épaisses, ce qui implique sans doute un changement d'instrument pour les écrire, mais probablement aussi l'adoption par le copiste d'une autre position pour transcrire le texte, surtout s'agissant de feuilles de cette taille, il fallait qu'il ait un support pour pouvoir travailler de manière correcte. Les formes des lettres, si on les regarde de plus près, ne sont pas l'agrandissement de celles de l'écriture que j'appelle O1b, celle du codex de Fustat. Elles correspondent à une esthétique radicalement différente, avec des caractères plus gras et, bien qu'il n'y ait que 20 lignes à la page, plus trapus en apparence que ceux du manuscrit de Fustat, par exemple, qui est plus petit. Les formes ont changé, le retour inférieur de l'alif s'est étoffé, la haste du kaf final cesse d'être en oblique et devient verticale, le mime conserve bien l'apparence écrasée de cette écriture que nous avons vue précédemment, mais il est pourvu cette fois d'une courte queue horizontale et pointue. Enfin, le nun final et isolé perd de son ampleur, alors que la partie supérieure de la lettre conserve une orientation similaire à celle que nous avons observée dans l'écriture de type O1 et une discrète incurvation de l'élément central, le retour inférieur s'est considérablement raccourci. La taille même du manuscrit invite à penser qu'il a été produit dans un atelier et que plusieurs intervenants ont pris part à sa réalisation. Il manque malheureusement, 5% du manuscrit c'est finalement très peu, il manque malheureusement trop de feuillets pour pouvoir étudier les variations qui correspondraient à différentes mains. L'orthographe du manuscrit montre également une poursuite de l'évolution vers la scriptio plena, dans la mesure où le manuscrit n'a pas été complètement publié et où, comme je le disais plus tôt, nous n'en possédons qu'une faible partie. Il n'est pas possible ici de vous présenter une vue d'ensemble de la situation de l'orthographe. Toutefois, on observe que plusieurs des occurrences des mots qui m'ont servi pour évaluer l'état de l'orthographe à l'époque ancienne sont désormais écrits avec un alif pour indiquer la voyelle longue. On notera en revanche que se maintient la graphie ancienne de bi-ayat avec un denticule supplémentaire par rapport au rasme haussmannien moderne adopté par l'édition du Caire. Une autre nouveauté, à côté de l'ajout des alifs pour marquer le A long, est l'orthographe de la préposition ala, dont la longue finale, au lieu d'être rendue, comme c'est maintenant le cas, par un ya, en termes techniques un alif maksura, est marquée par un lam alif. La date d'apparition de cette façon d'écrire reste peu claire, mais le manuscrit de Sana pourrait être un des premiers à l'intégrer. Les traits diacritiques, comme vous le voyez, sont encore peu nombreux. En revanche, les voyelles brèves, indiquées par des points rouges, sont maintenant plus fréquentes. Le copiste du fragment utilise volontiers les tirets de remplissage en fin de ligne. J'en ai pas d'exemple ici, mais vous en verrez sur les pages suivantes. Il utilise volontiers les tirets de remplissage en fin de ligne. Il utilise également un A doré, la lettre arabe Ha, qui a la valeur numérique de 5, pour marquer les groupes de 5 versets, et un cercle pour marquer ceux de 10. Dans l'état actuel du manuscrit, le premier feuillet, réduit à un peu plus que sa seule moitié gauche, proche du fond, droite, proche du fond, porte sur son recto un décor anépigraphe organisé autour de formes géométriques concentriques, un cercle au centre, dont on voit ici une partie, et une étoile à 8 branches qui forment l'extérieur que vous voyez ici. Le contour de chacune d'elles est souligné par une bande avec un décor d'entrelacs qu'on observe particulièrement bien à cet endroit. Dans les angles, entre les pointes de l'étoile, se développent des arbres constitués d'une frondaison principale de forme lancéolée et deux autres plus petites et à peu près perpendiculaires à l'axe de la précédente. Leurs troncs prennent appui sur le bandeau extérieur du cercle. En traversant les deux bandes dorées de l'entrelac de l'étoile à 8 branches, ils passent alternativement dessus. Donc vous avez par exemple ici, on voit le tronc qui passe dessus, puis après ça, dessous, ou ici dessous, puis dessus.
une façon de faire que nous rencontrerons souvent par la suite dans l'enluminure islamique. Le remplissage du cercle est très endommagé et ne permet pas d'identifier avec certitude la composition qui couvrait son champ. Cet ornement, c'est-à-dire cet ensemble-là, était-il unique ou y avait-il en face un autre décor similaire qui faisait le pendant? Si c'est le cas, donc ce feuillet serait le deuxième feuillet du volume, sinon c'est le premier. Dans l'état actuel, c'est le premier feuillet. La double page suivante, c'est-à-dire les feuillets un verso et deux recto dans l'état actuel, la double page suivante est indubitablement celle qui a le plus frappé les esprits. Deux représentations d'édifices, dont vous voyez ici une reconstitution au trait, deux représentations d'édifices y apparaissent chacune avec ses spécificités. Dans ce cas, la règle qui domine dans le manuscrit et qui consiste à répéter symétriquement le même décor sur chacune des deux pages se trouvant face à face ne se trouve pas complètement respectée. La minutie et la complexité des deux images demandent maintenant de les examiner en détail. Le feuillet 1 verso, la page de droite, est substantiellement endommagé, donc c'est le dos de ce que nous avons vu à l'instant avec le décor à l'étoile à 8 branches. Seule la moitié de l'édifice qui est représenté subsiste. Il consiste en des rangées d'arcades, vous voyez ici, de part et d'autre d'une nef centrale qui se trouve en partie préservée. Les arcades sont formées de colonnades superposées, parce que c'est sans doute ainsi qu'il faut lire le dessin, l'une inférieure, par exemple ici, supportant un élément horizontal, une poutre ou une architrave, sur lequel est placée la seconde rangée de colonnes qui soutient les arcs eux-mêmes, soit arcs de plein cintre, soit en forme de triangle, au contact de la nef centrale. Cette dernière, formée de 3 travées visibles, une ici, une deuxième qui doit se terminer à cet endroit, et puis une troisième plus importante en haut. Donc cette dernière, formée de 3 travées visibles, est traitée de manière différente. Ces colonnes sont surmontées de chapiteaux corinthiens qu'on voit assez mal sur ma photo, enfin je vous demande de me croire, et non des chapiteaux doriques, comme c'est le cas pour ces petites colonnettes. Celles qui ferment la troisième travée, c'est-à-dire celle qui est tout en haut, dans la partie supérieure du dessin, sont jumelées. Les colonnes sont jumelées. Vous voyez ici, elles sont doubles, alors qu'ici, elles sont simples. Elles sont jumelées et superposées, chacune d'elles représentant la hauteur d'une arcade des ailes du bâtiment. Le soin apporté à rendre avec précision les différentes composantes de ces colonnes est particulièrement remarquable. Les tors de la base, c'est-à-dire la partie inférieure, ou encore les acanthes du chapiteau qu'on distingue ici sur le... Enfin, on ne le distingue pas très bien, mais enfin, c'est ainsi que ça se présente, sont beaucoup plus travaillés que ceux des rangées latérales d'arc. Dans ces dernières, les colonnes sont striées par des chevrons, on le voit peut-être mieux dans cette partie-là, alors que les colonnes plus grandes de la nef sont couvertes d'arcs de cercle, qu'on aperçoit ici, des arcs de cercle colorés qui suggèrent peut-être les veines du marbre. La dernière travée, celle-ci, est surmontée par un arc plus épais qui se trouve à cet endroit. L'état de conservation ne permet pas de distinguer si cet espace contenait un autre décor que celui que l'on aperçoit dans la partie inférieure, juste ici, une rampe et des marches qui montent vers, ou un escalier qui monte vers une partie supérieure malheureusement perdue. Dans les ailes, c'est-à-dire sur cette partie-là, accrochées aux poutres dont je parlais tout à l'heure, vous avez des lampes avec à l'intérieur une flamme qui est peut-être une représentation d'une bougie ou d'un récipient contenant de l'huile, par exemple, d'une sorte de lampe à huile. L'artiste a rendu avec précision les détails de la suspension et du globe de verre. Vous voyez ici les deux suspensions et le globe de verre apparaît également très en détail. Dans les écoinçons entre les arcs, c'est-à-dire dans ces zones qui se trouvent ici,
Le décor polychrome qui apparaît pourrait faire allusion à des décors colorés et on pense naturellement à des mosaïques qui sont bien représentées dans la tradition omeyyade. Dans la partie inférieure du bâtiment se trouvent deux portes. Il y en avait une troisième ici, mais elle a pratiquement disparu. Donc, ces deux portes, dont la première est placée dans l'axe du bâtiment. Vous voyez, c'est une porte double, tandis que l'autre, elle est exactement dans l'angle et, comme vous le voyez, empiète un peu sur le côté dans la marge. À l'une comme à l'autre, on accède par des marches. Les deux vantaux sont divisés en rectangles et dans lesquels sont inscrits des décors géométriques. La porte de gauche est surmontée par un arc. Juste à côté de l'escalier qui conduit à la porte centrale se trouve un vase de grande dimension. L'ensemble est entouré par un cadre formé par un décor d'entrelacs, dont il subsiste une partie, qui tranche avec le reste de l'image, caractérisé par la précision matérielle du dessin. Le cadre s'interrompt en son côté supérieur pour laisser passer la dernière arche qui se projette dans la marge supérieure. Dans l'angle supérieur gauche, malgré le moins bon état de conservation de cette partie de l'enluminure, on peut reconnaître un escalier hélicoïdal qui semble prolonger verticalement le cadre. De part et d'autre, les deux éléments verticaux pourraient être des colonnes si les bases, similaires à celles de la colonnade de la grande salle, pouvaient être interprétées comme telles. Face à ce premier édifice, sur la page qui est de l'autre côté, donc le feuillet 2 recto actuel, se trouve la représentation d'un autre bâtiment qui est organisé de manière totalement différente, des rangées d'arcades entourant ce qui a toute apparence d'être une cour, avec en son centre une colonne sur laquelle repose un élément végétal, arbre ou buisson fleuri, on pourra en discuter. Certains des éléments que nous avons pu observer sur le décor précédent se retrouvent. Les petites colonnes doriques, d'ordre dorique, décorées de chevrons qu'on aperçoit mieux sur ce feuillet, les plus grandes d'arcs de cercle et surmontées donc de chapiteaux corinthiens ou encore les lampes qu'on aperçoit ici ou là-haut, mais ces dernières pentent des arcs de plein cintre qui entourent la cour centrale et non d'un élément horizontal qui fait complètement défaut à cet endroit. La partie inférieure du feuillet est mutilée. Il n'est donc pas possible de savoir comment se présentait la base de l'édifice, si ce n'est pour la présence d'une porte à deux vantaux qui, comme sur l'enluminure qui fait face, empiète sur la marge et rompt le cadre ornemental qui fait, comme dans l'autre cas, le tour de l'édifice en s'interrompant pour l'arcade supérieure. Cette arcade est peut-être une niche placée dans l'axe vertical, deux paires de colonnes jumelles, comme on voit très bien, dont les fûts sont ornés d'arcs de cercle de couleur, soutiennent un arc en plein cintre, d'où pend une lampe. L'arc est surmonté par un décor en partie mutilé, dont la partie visible rappelle l'élément qui figure dans le manuscrit à la base de certaines des vignettes, par exemple celle entre les sourates 74 et 75 que nous verrons tout à l'heure. Il n'est pas non plus sans évoquer les vases qui couronnent les arcs où sont présentées les concordances des évangiles dans le manuscrit de Baraboula sur lequel je reviendrai. Il me reste à relever un dernier point commun entre ces deux représentations de bâtiments de plans différents. Tous deux sont comme surmontés d'une rangée d'arbres et de végétation, disons. Les mêmes frondaisons lancéolées que celles qui décoraient l'étoile à 8 branches, c'est-à-dire celle-ci, réapparaissent et encadrent l'arc plus élevé qui, dans les deux cas, se trouve placé dans l'axe vertical du décor. La végétation du feuillet 2 recto semble plus variée que celle du verso du feuillet 1. Dans les deux cas, l'arc ou la niche prend place au milieu de cette bande de verdure. Cette façon de faire est attestée dans des peintures d'une copie des évangiles, celle dite de Raboula, conservée à Florence. Au feuillet 14 de ce manuscrit, on reverra cette illustration, le Christ et les 4 évangélistes sont représentés dans un cadre formé par une arcade surmontée d'une rangée de fleurs. La même observation peut être faite à propos du feuillet 1 recto,
où la mise en scène, cette fois, concerne un groupe assis sous une arcade. Les plantes qui se développent sur un édifice réapparaissent également dans les tables des canons, c'est-à-dire là où sont les équivalents entre les différents évangiles qui sont traités à part dans le manuscrit. Revenons au manuscrit de Sana. Après cette double page, au feuillet de verso, commence le texte coranique. Il est placé dans un cadre dessiné par deux bandes à décor végétal stylisé, qui en sert un motif de tressage dense. Cette présentation du texte à l'intérieur d'un cadre se poursuit sur les premiers feuillets, mais l'épaisseur de ce décor décroît progressivement et se réduit à une simple bande ornée par exemple d'une succession de cercles concentriques et de palmettes opposées par la base. Le début du manuscrit est donc comparativement bien préservé. En revanche, une lacune importante commence à la sourate 2 et s'étend jusqu'à un groupe de feuillets avec les sourates 50-60. La fin du manuscrit, de nouveau, est relativement bien représentée. Une dizaine de décors de séparation entre les sourates a été préservée. À l'origine, le titre et le nombre des versets, que l'on voit ici, n'étaient pas indiqués, et c'est une main plus récente, probablement du IXe siècle, qui a ajouté cette information au-dessus des décors. Cette addition a été réalisée par un professionnel. Elle est en effet en caractère doré et soigneusement exécutée. Très souvent, le copiste a laissé une ligne en blanc entre deux sourates, mais ça n'est pas toujours le cas. C'est ici, en bas de page, donc c'est un mauvais exemple, mais dans le cas présent, vous voyez que le copiste est arrivé à la fin de la sourate avec un seul mot qu'il a écrit donc au début de la ligne, et au lieu de sauter toute une ligne, il a décidé d'écrire la basmala sur la ligne suivante. Donc une partie du décor se développe sur cette zone et pose le problème donc, de la séparation entre les sourates. Dans le cas présent, donc, le copiste n'a pas pensé tellement à ce qu'allait faire son collègue enlumineur. En revanche, la transcription de la sourate 67, celle que nous voyions précédemment, ayant amené le copiste à écrire presque jusqu'en bas de la page, lui a permis de laisser un espace équivalent à 2 lignes peut-être, où l'enlumineur a cette fois eu toute la place d'installer un décor de forme régulière, ce qui n'était pas le cas avant. Mais le plus souvent, l'artiste dispose d'une ligne complète, et non pas de 2, comme c'est le cas ici, et sur une longueur variable de la fin de la dernière ligne de la sourate précédente. De ce fait, les décors prennent souvent une forme complexe et tentent à juxtaposer 2 éléments décoratifs adaptés à l'espace disponible. Très souvent, comme c'est le cas ici, la partie la plus étroite est occupée par un décor végétal, une tige qui se glisse entre les 2 lignes jusqu'à la limite de la surface d'écriture dans la marge intérieure ou extérieure. Dans la partie la plus large, équivalente en hauteur jusqu'à 2 lignes de texte, on rencontre des compositions très raffinées. Elles font appel à des rinceaux complexes, fortement structurés, des arabesques, des décors géométriques ou encore des juxtapositions de palmettes stylisées en forme de cœur. Il existe des exceptions à cette façon de faire dans le petit groupe des décors de sourates que nous connaissons. Entre les sourates 68 et 69, par exemple, l'enlumineur a utilisé l'espace non pas pour juxtaposer 2 décors différents, un plus mince à droite, l'autre plus épais à gauche, mais pour y définir 2 registres horizontaux de longueur différente où se déploient 2 bandeaux, chacun avec sa propre composition. Les cadres sont, dans pratiquement tous les cas, indiqués par des filets dorés, par exemple, comme dans cette sourate, mais dans la partie que nous ne voyons pas ici. Le décor des sourates repose principalement sur la répétition d'un module décoratif de base par juxtaposition dans l'axe horizontal à l'intérieur du bandeau. Quelques exemples de ce procédé figurent dans les codex de Damas et de Fustat. Dans le premier, qu'on voit apparaître sur l'écran, nous avons même observé la répétition d'un élément en dehors d'un cadre, donc
Donc cet élément est répété sans qu'il soit inscrit dans un cadre, et le procédé est le même que celui qu'on observe sur le manuscrit de Sanna. Dans le codex de Fustat, il a été employé pour les décors de rinceaux ou les cornes d'abondance qui se développent librement à partir d'un vase, dans la mesure où on a un élément de base qui est répété de manière plurielle. Le répertoire décoratif du manuscrit de Sanna fait appel à la géométrie qui intervient avant tout pour structurer les bandeaux, notamment en se superposant sous forme d'un réseau de lignes blanches sur le fond coloré. Vous en avez ici un exemple très clair, mais on le distingue aussi là-bas où on retrouve cette même façon de faire. Ainsi, avant les sourates 75 et 91 qui apparaissent sur l'écran, une série de losanges définit des espaces en forme de triangle ou de carré placés sur la pointe. Dans le premier exemple, qui se cantonne à un répertoire purement géométrique, il s'entrelace avec des cercles, donc c'est le cas là-haut, alors que dans le deuxième, ces derniers prennent l'apparence plutôt d'un rinceau avec un élément de feuillage qui apparaît à intervalles réguliers. Ils supportent des formes végétales qui apparaissent assez proches de cet élément décoratif que je signalais tout à l'heure au sommet de l'édifice du folio de recto, et ici ils occupent les triangles latéraux. Dans les carrés, ce sont des sortes de rosettes qui prennent à peu près le même rôle. Dans d'autres cas, la composante végétale est seule dans le bandeau, comme dans le cas de la sourate de la dernière ligne, du décor qui se trouve après la dernière ligne de la sourate 67. Dans cet exemple, les tiges qui supportent les feuilles ou les fleurs se développent à l'intérieur des boucles du rinceau et se présentent comme des filets blancs. Donc, au lieu d'indiquer les contours des formes géométriques, le filet ici suit la forme du rinceau. Mais son effet est le même, celui de structurer le décor de manière tout à fait claire. Les composantes végétales commencent dans le manuscrit à s'écarter des conventions d'une représentation réaliste, comme cela était le cas dans le codex de Fustat, où les grappes et les feuilles étaient facilement reconnaissables. Ici, en revanche, il faut interpréter des indices pour reconnaître et distinguer les feuilles des grappes. Une inspiration analogue a présidé à la composition qui sépare les sourates 99 et 100. Le parcours des tiges qui supportent les éléments végétaux est particulièrement complexe, comme vous le voyez, dans l'association de rinceaux de type habituel courant le long du bandeau et de boucles complexes en forme de 8, alternativement orientées verticalement puis horizontalement. Ce sont ces boucles dont je parle, donc qui ont une forme de 8, si l'on veut, mais ce n'est pas effectivement tout à fait ça, qui sont donc tantôt horizontales, tantôt verticales. Ces tiges créent des compartiments dans lesquels prennent place les éléments végétaux. D'autres bandeaux optent de manière plus nette pour un répertoire abstrait. Le bandeau qui précède la sourate 85, par exemple, repose sur l'utilisation des palmettes cordiformes, une forme qui, vous allez le voir, joue un rôle très important dans le minure de cette époque. Donc c'est cet élément-là, la palmette cordiforme, qui, vous le voyez ici, prend presque, avec la juxtaposition d'une autre rangée de palmettes, la forme d'un losange. Les extrémités de ces décors retiennent l'attention. Quand il s'agit des tiges porteuses de fruits ou de fleurs stylisées, on en a vu des exemples tout à l'heure, elles s'achèvent dans la marge par une ultime floraison assez discrète. Dans le cas des bandeaux plus larges, la solution est différente. Le décor lui-même s'achève légèrement en retrait par rapport à la surface d'écriture, son petit côté servant alors de support à un autre ornement, une vignette, qui empiète plus ou moins dans la marge. Dans les deux cas, celui-ci et celui-ci, on le voit particulièrement bien, donc la limite de la surface d'écriture est à cet endroit, mais la verticale finale du bandeau se trouve
en quelque sorte en retrait, de même qu'ici, où on voit bien la différence entre les deux, et la vignette se développe donc dans cet espace, et c'est également le cas à cet endroit. Les formes rencontrées pour ces vignettes varient considérablement, certaines adoptant une forme lancéolée, c'est le cas ici, tandis que d'autres sont formées par un assemblage complexe d'éléments d'inspiration végétale, et un peu moins clairement ici. La datation du manuscrit a fait très tôt l'objet d'une discussion, notamment à cause de l'exposition d'une sélection de fragments de Sanaa au musée d'art islamique de Koweït en 1984. Dès ce moment, l'attribution à l'époque omeyyade a été défendue par von Bothmer et par Marilyn Jenkins sur la base de l'analyse des décors et de leur comparaison avec des œuvres d'art contemporaines. Cette position a par la suite été fortement contestée par Estelle Whelan. Elle mettait d'ailleurs en doute de manière plus générale l'idée que des restes de manuscrits antérieurs au IXe siècle aient pu subsister. Comme elle l'écrivait dans un article publié en 1990, et je la cite, « Aucune preuve extérieure connue à ce jour ne permet d'attribuer de manière incontestable quelque manuscrit coranique ou groupe de manuscrits coraniques que ce soit à une période antérieure au IIIe siècle de l'Hégire, IXe siècle de l'ère commune. » Ce point de vue, nous l'avons vu, a marqué les études sur les manuscrits coraniques anciens depuis le XIXe siècle. Dans ce cas, la position de Whelan avait pourtant de quoi surprendre puisqu'elle avait défendu quelques années plus tôt, c'est vrai sur la base de témoignages textuels, l'idée que des copistes transcrivaient le Coran dès la seconde moitié du VIIe siècle, et ce, afin de s'opposer à l'hypothèse défendue par John Wansbrough, qui supposait, lui, une mise en constitution tardive du corpus coranique vers la fin du 8e ou le début du 9e siècle. En prenant les textes, Whelan voulait montrer que nous avions des informations sur des gens qui copiaient le Coran bien avant cela, dans la deuxième moitié du 7e. Une copie du Coran remontant à une période aussi haute, postérieure en fait de peu d'années à l'inscription du dôme du rocher, représentait en principe un nouvel argument de poids pour démontrer l'inanité de l'hypothèse de Wansbrough, mais pour Whelan, aucun vestige matériel de cette phase ne pouvait avoir été conservé. Elle n'était d'ailleurs pas la seule à douter de la date du manuscrit de Sanaa dont je parle en ce moment. Dans un premier temps, la qualité même des enluminures, le style ou encore les caractéristiques matérielles des décors paraissaient tellement éloignées de tout ce que l'on connaissait alors de l'art du livre dans les débuts de l'islam que plus d'un spécialiste demeurait sceptique. Ce qu'on connaissait avant tout, c'était bien sûr les manuscrits en écriture hijazique qui, eux, depuis longtemps étaient reconnus pour être les plus anciens. Comment penser qu'à quelques dizaines d'années de distance, on pouvait produire des choses de cette qualité ? La comparaison avec des œuvres d'art omeyyades et de l'Antiquité tardive fournissait pourtant des pistes intéressantes que j'explorerai plus tard, puisque je voudrais finir de vous présenter ce manuscrit. De nouveau, le répertoire des mosaïques du dôme du rocher et de la grande mosquée de Damas comportait des éléments qui étaient familiers aux enlumineurs du manuscrit, depuis les palmettes employées dans les encadrements jusqu'aux arbres qui surmontent les deux édifices. Les ressemblances, les points de convergence ne manquaient guère. Les deux édifices ont... je saute une diapositive. La fin du manuscrit, donc nous avons le début qui a été bien conservé, ces premiers manuscrits avec ces enluminures absolument extraordinaires, puis un petit groupe de décors de sourates vers la fin de la deuxième moitié du manuscrit, et puis l'extrême fin qui est bien conservée avec cet ultime feuillet du manuscrit, avec la sourate 114, qui apparaît dans un cadre. Et ce qui est intéressant, c'est que, si vous voulez, on voit là un effort de la part de ces enlumineurs de mettre en place, au niveau de l'ensemble du livre, une sorte de symétrie. La page que vous voyez ici, à laquelle il faut imaginer
un pendant sur le feuillet qui faisait face, répondant à cette double page initiale où la sourate 1 et le début de la sourate 2 étaient également placés dans un cadre, certes d'inspiration un peu différente, mais pas si éloigné que cela de ce que vous voyez apparaître à l'écran. Les deux édifices ont suscité des interprétations extrêmement variées. On a par exemple proposé d'y reconnaître une représentation des chambres paradisiaques dont il est par exemple question dans le verset 75 de la sourate 25. Et je cite « Ceux-là auront pour récompense les salles du paradis, Khulfa », ou encore un passage de la sourate 34, et je cite de nouveau « Ceux-là auront des salles, Khuraf », donc c'est la même racine, au-dessus desquelles d'autres salles seront construites et au pied desquelles couleront des ruisseaux. Ce texte a été invoqué pour expliquer les paysages des mosaïques de la cour de la grande mosquée de Damas, interprétés comme des scènes paradisiaques, avec des jardins où coulent des ruisseaux, au pied de pavillons et de maisons qui les dominent. Le détail et je cite de nouveau le passage auquel je faisais référence, les détails des salles au-dessus desquelles d'autres salles seront construites s'appliqueraient particulièrement à la peinture du feuillet 1 verso, où on a cette espèce d'empilement d'étages. Toutefois, l'hypothèse de von Bothmer, qui pensait que les édifices étaient des mosquées, a été le plus souvent suivie par les commentateurs du manuscrit. L'historien de l'art allemand poussait plus loin son raisonnement. Pour lui, les deux édifices aux caractéristiques si différentes sont en fait des représentations non pas de mosquées en général, mais de mosquées extrêmement précises. Celle de Damas, au feuillet 1 verso, c'est-à-dire celle-ci, celle de Damas, et celle de Médine au feuillet 2 recto. La mosquée de Damas, que vous connaissez certainement, étant une salle hypostyle, une grande salle hypostyle, tandis que la mosquée de Médine comporte une cour centrale. Ces deux mosquées ont été remodelées à l'initiative du calife Al-Walid Ier, et le manuscrit serait donc une commande impériale destinée à commémorer et exalter l'action du calife. Le manuscrit produit sans doute sur ordre du calife était en quelque sorte un outil de propagande pour représenter dans les provinces deux grandes réalisations califiennes, les mosquées donc de Damas et de Médine. Par la suite, von Bothmer a publié de manière partielle les résultats de l'analyse du carbone 14 contenus dans un des feuillets de parchemin de Sanaa. Ce dernier serait daté entre 657 et 690, donc résultat de l'analyse du carbone 14, mais von Bothmer attribuait le manuscrit aux années 710 à 715, c'est-à-dire le règne du calife Al-Walid Ier et plus exactement la fin de son règne. L'ajout des titres a pu être réalisé au IXe siècle, ce qui suggère que le manuscrit était encore en usage à cette date et entouré de suffisamment de considérations pour qu'on demandât à un enlumineur professionnel de mener à bien ce travail. Mais von Bothmer a attiré l'attention sur un épisode légèrement postérieur et qui pourrait, d'une certaine manière, expliquer le destin du manuscrit. Un cadi de Sanaa du IVe siècle, donc du Xe siècle, fit recouvrir les décors omeyyades qui ornaient le mihrab de la grande mosquée de Sanaa parce qu'il estimait qu'ils distrayaient les fidèles de la prière. Lorsqu'on se penche sur les feuillets qui ont été retrouvés dans la cache de vieux manuscrits que je vous ai montrés au début, on est frappé de constater qu'ils couvrent essentiellement le début et la fin du Coran, les points qui, dans cette copie, étaient les plus richement enluminés. Von Bothmer posait la question de savoir s'ils n'auraient pas été intentionnellement arrachés du manuscrit parce qu'ils étaient trop ornés pour le goût d'autorité religieuse, soucieuse de protéger les fidèles de distractions coupables. On aurait donc
éliminé le début et la fin, on aurait fait une copie de remplacement, et ces feuillets, qu'on ne pouvait pas détruire d'une autre façon, auraient été placés entre le toit et le plafond de la salle de prière. La réalisation de copies de grande taille représente une tradition bienveillante dans le monde musulman. Un hadith d'une authenticité douteuse parce que, comme en principe le Coran a été mis par écrit sous Osman, peut-être sous Abou Bakr, mais en tous les cas, Omar n'est peut-être pas le meilleur des témoins. Un hadith d'une authenticité douteuse met dans la bouche de Omar un vif encouragement à produire des Corans de grande dimension. Donc, c'est bien sûr sans doute pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est une recommandation qui est faite d'avoir des choses qui en imposent, si vous me permettez l'expression, qui en jettent. Quoi qu'il en soit, de ce hadith, la sanction des autorités les plus saintes est recherchée pour soutenir les mérites des manuscrits de grande taille, sans que les raisons nous soient d'ailleurs forcément explicitées de manière claire. Pourquoi les grands Corans seraient-ils plus importants que des Corans de plus petite taille ? On ne nous dit pas pourquoi, mais il y a une insistance sur le fait qu'il faut produire des Corans de grande taille. Une utilisation liturgique étant exclue, puisque, comme vous le savez, le rituel de la prière en islam ne réclame pas la présence d'un livre, d'une copie du Coran, ou même d'extraits du Coran. Il faut donc rechercher d'autres explications pour comprendre la décision de produire, en ce début du 8e siècle, une copie de taille aussi considérable. En les replaçant dans le contexte de la fin du Proche-Orient de cette époque, de la fin de l'Antiquité tardive, les manuscrits coraniques de grand format peuvent être compris comme une façon d'affirmer la place de l'islam face aux religions présentes à cette époque dans la région et de reprendre, en le détournant à son profit, l'usage qu'elles font de volumes de grande taille pour leurs écritures. Un exemple vient tout de suite à l'esprit. C'est celui du Codex Sinaiticus, l'exemple le plus frappant, le plus connu de ces grandes Bibles moyen-orientales dont on a fait l'hypothèse qu'il était l'une des 50 copies de la Bible que l'empereur Constantin Ier avait fait réaliser. Les dimensions de ces feuillets, 43 cm sur 38, sont extrêmement proches de celles du Coran de Sanaa. Mais il n'est pas le seul exemple d'écriture sainte de grande taille de la région. Récemment, les archéologues qui fouillent le site de Penjikent en Ouzbékistan ont découvert une fresque qui date des environs de 740 qui suggère que les Mazdéens de Sogdiane intégraient un manuscrit monumental à des rituels publics. On a une scène qui représente un chariot dans lequel est transporté un manuscrit de toute évidence religieux, puisque ça s'insère dans une scène à caractère très clairement religieux. Le Coran in folio de Sanaa présente une nouvelle étape dans l'histoire du codex coranique sous les Omeyyades. Il ne faut pas penser que ce manuscrit se substituait à ceux que nous avons vus précédemment. Le coût d'une telle copie la réservait à des circonstances particulières et à des commanditaires qui disposaient des moyens de soutenir une entreprise aussi coûteuse. Si l'estimation de von Bothmer d'environ 500 feuillets est exacte, cela veut dire que 250 moutons avaient été transformés en parchemin pour faire un manuscrit. Donc imaginez, c'est un troupeau, 250 moutons, c'est une quantité importante. Il s'agit donc, dans ce cas-là, véritablement d'un, et je mets des guillemets, un nouveau type de moushaf, puisque le titre a été utilisé il y a de cela quelques années par Solange Jory pour présenter des manuscrits coraniques. Là, on peut vraiment parler de moushaf, parce qu'il s'agit, le moushaf, c'est la désignation arabe du codex coranique. C'est un nouveau type de moushaf parce qu'il exploite des ressources techniques qui, jusqu'alors, n'avaient jamais été mises en œuvre pour diverses raisons. Même s'il n'est sans doute pas le premier exemple d'in-folio, je pense effectivement qu'il existe un in-folio plus ancien, mais qui ne répond pas à ces besoins
que traduise le manuscrit de Sana, puisque c'est un manuscrit de grande taille, mais avec beaucoup de lignes à la page. Donc ça veut dire que c'était une autre façon d'utiliser le parchemin. Même si donc le manuscrit n'est pas le stricto sensu le premier exemple d'in-folio coranique, il est certainement le premier à exploiter les possibilités offertes par ce format de manière aussi habile, le ou les copistes inventant même un style d'écriture destiné à donner littéralement du volume à la parole divine. Car cette écriture plus épaisse, plus grande, permet d'occuper plus d'espace. Donc ça n'est pas la logique, disons, de l'économie qui est derrière tout ça, c'est au contraire une logique de l'inflation. En augmentant le volume du texte coranique, on obtient un volume en 3 dimensions, et j'emploie le terme volume cette fois-ci à dessein, un volume en 3 dimensions qui est à la hauteur de l'ambition qui était celle du calife de l'époque de magnifier le Coran et de le présenter comme un argument presque apologétique face aux autres religions du livre de la région. Je vous remercie.